Bonsoir et bienvenue dans ce lundi soir. Alors, cette semaine, on accueille 3 personnes, dont, alors, pour une raison particulière, c'est que il y a une dizaine de jours, l'une d'entre elles qui est avec nous, nous a envoyé à lundi matin un communiqué de presse qui annonçait la première Mad Pride autonome à Paris le 11 octobre prochain, donc la semaine prochaine, et qui était accompagné d'un manifeste qu'on a trouvé vraiment particulièrement inspiré et vraiment très chouette. Mais néanmoins, on a une politique dans lundi matin, c'est qu'on ne republie jamais les appels tels quels ou les communiqués de presse, etc. Parce que évidemment qu'on en reçoit plein et que si on commence à publier tout ce qu'on reçoit tel quel, on se transforme en annuaire de tout ce qui se passe dans le monde. Évidemment, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Mais néanmoins, quand il y a ce genre d'appel qui nous paraît vraiment pertinent et important, en général, on essaie de trouver une manière, soit d'en faire un article, soit en l'occurrence, comme là, d'inviter les personnes qui y ont participé, en tout cas qui participent à l'organisation de cette Mad Pride autonome. À cela s'ajoute un troisième invité, donc il y en a 2 personnes qui sont là parmi nous qui font partie de l'organisation de cette Mad Pride, et une troisième qui s'appelle Jonathan, qui a écrit 2 excellents articles dans Lundi Matin ces derniers mois. Le premier s'appelait Police, mais donc premier Police avec un C, Police avec 2 S et Police avec un seul S, sous-titré La psychiatrie n'est pas en crise, c'est la crise qui est psychiatrisée, et un autre la semaine dernière ou la semaine d'avant je crois, qui s'intitulait En prise et contre nous, qui était une adresse à une pilule. Le sous-titre était Je m'adresse à toi, ma pilule, celle que j'ai eu tant de mal à avaler. Donc, on va parler de la question, vous en doutez, de la folie, ce qui est évidemment toujours une manière de parler de la question de la norme et de tout ce que ça charrie. Et c'est par ailleurs une vidéo ouvertement publicitaire pour la Mad Pride. Est-ce que pour commencer, vous pouvez déjà vous présenter, première chose, et ensuite nous expliquer un peu pourquoi cette Mad Pride autonome et en quoi elle résonne ou non avec la grande cause nationale de cette année qui est la santé mentale. Je pense que tu peux commencer, Johan, sur les détails techniques. Oui. Bonjour, bonsoir. Donc je m'appelle Johan, je suis activiste dans le champ de la psychiatrie depuis une dizaine d'années. J'ai créé le blog Comme des fous pour revendiquer en fait ce terme de folie en tant que personne concernée, on va dire. Parce que je trouve que dans les médias, ça parle, on entend surtout les professionnels de santé parler de ce sujet. Donc utiliser le terme folie, jusqu'à maintenant on n'a pas utilisé le terme psychiatrie, mais c'est une façon de parler de la psychiatrie en se la réappropriant. C'est pour ça qu'on parle de folie et comme des fous, parce qu'on n'est pas fous dans le fond, on n'est pas fous, mais on nous traite comme tel, et voilà. Et donc cette année, comme c'était l'année de la grande cause nationale, on s'est dit il faut faire quelque chose parce que les personnes concernées, on n'aura pas voix au chapitre et du coup on est en octobre et il n'y a toujours pas eu de personnes concernées qui a été vue, entendue, écoutée dans les médias, et du coup on a lancé cet événement depuis novembre déjà de l'année dernière. On a essayé de s'organiser pour créer une Mad Pride. Mad Pride, ça veut dire manifestation ou journée des fiertés folles. En Angleterre, aux États-Unis, ça a été créé au Canada en 1994 par les survivants de la psychiatrie, dont je me revendique aussi, vu que j'ai survécu aussi à la psychiatrisation. Et on pourra le développer. Tout ça pour dire que qu'on organise cette journée des fiertés folles samedi 11 octobre, donc ça arrive, c'est ce samedi-là, et dans plusieurs villes de France. Je vais les dire tout de suite, comme ça on les saura. Brest, Bordeaux, Paris donc, Brest, Bordeaux, Montpellier, Marseille, il en manque une. Lille. Non, Lille, non. Ah. Ça s'est arrêté. Brest, Bordeaux, Montpellier, Marseille et Lyon. Lyon, c'est les meilleurs. Voilà. Et donc, je m'arrête pour l'instant, je m'arrête sur ça.
Je vais juste rebondir sur un tout petit détail sur cette question parce que là, donc on a dit folie, santé mentale. Enfin, en tout cas, la Pride, elle revendique donc le terme mad, on en parlait avant, mais bon, en anglais, c'est autant folie que énervement, colère, ouais. Voilà. Et en même temps, bon là, dans la question, je l'opposais à santé mentale, mais toi, Jonathan, dans un de tes textes, je retrouve le passage, tu le dis ça très clairement, tu dis, ah oui, on sait trop bien comment ils ont vidé la folie trop dangereuse pour y fourrer la santé mentale. Est-ce que vous, enfin, ce concept de santé mentale, enfin, comment est-ce que ça se goupille selon vous, enfin, comment ils jouent ces termes-là par rapport à vous, ce que vous revendiquez En fait, la question de la santé mentale et le terme de santé mentale, c'est déjà un terme qui vient, c'est un terme institutionnel en fait, c'est l'OMS et qui a une définition bien précise de ce qu'est la santé. Qui est notamment, alors je suis pas forcément rigoureux dans la définition, mais c'est une question de bien-être presque total, avec la question du travail productif et de bonne contribution dans la société en tant que citoyen, quelque chose comme ça. D'ailleurs, Mathieu Bellassène dans un de ses livres l'explique en fait, il donne cette définition et cette définition elle est pour moi très institutionnelle et dépend de termes dans lesquels moi je me retrouve pas du tout, alors que la folie me paraît un peu plus conséquente, fait référence à des questions peut-être plus politiques, moins normalisées. En fait, finalement, peut-être que la question de la folie et de la santé mentale, c'est aussi la question de la normalité et de la pathologie, ou de l'anormalité en un mot aussi. Et du coup, la question de la santé mentale, c'est aussi tout ce qui découle de la médicalisation, de la pathologisation, alors que moi, en tout cas personnellement, je ne suis pas que quelqu'un de pathologisé ou de pathologique, et peut-être qu'à travers justement ma folie, j'explore d'autres choses que véritablement ce que l'on appellerait la santé mentale. En gros, moi, la santé mentale reste quand même un terme d'expert dans lequel je me retrouve pas. Alors, Marcy, toi, c'est toi qui nous a transmis le manifeste. Alors, donc, toi, tu es chercheuse en philosophie sur la question de l'antipsychiatrie. Non, je suis pas chercheuse en antipsychiatrie. Je suis militante en antipsychiatrie. Ma formation, c'est la recherche en philosophie. Et je travaille sur un livre de théorie critique sur la question de l'antipsychiatrie. Okay. Parce que enfin, pour rebondir sur la question juste d'avant, dans le manifeste que vous nous avez envoyé, qu'on mettra en lien sous la vidéo sur le site, je sais pas comment on se débrouillera, enfin on va bidouiller quelque chose. Il y a une phrase qui est très jolie. Vous écrivez: nous sommes le miroir de la violence que produit leur monde. Nous refusons la pathologisation, justement, dont nous sommes l'objet. C'est leur monde qui est malade, pas nous. Et ça, c'est un retournement en fait qui est un peu décisif en fait. Absolument, ouais. Oui, ce que j'ai voulu, c'est moi qui l'ai écrit, mais c'était en lien avec tous les éléments de. En fait, on est quand même sur la même ligne avec Comme des fous et quelques autres. Donc, je pense parler pour tout le monde en disant que c'est en effet un point extrêmement important, parce que je pense que ça nous distingue de tous les discours sur la santé mentale de dire ça. Mais qu'ils soient, peu importe leur bienveillance à notre égard, peu importe leur caractère critique ou non critique, etc. Je pense que moi, je vais même rebondir sur ce qui a été dit avant, parce qu'il a été question de folie, il a été question de santé mentale. Moi, je m'identifie ni dans l'un ni dans l'autre, et pourtant, j'ai pleinement ma place au sein de cette Mad Pride. Je pense que je représente beaucoup de gens qui ont pas souvent l'occasion de s'exprimer sur ces questions-là. Moi, je me revendique comme une personne traumatisée. Ça va avec cette idée-là, c'est-à-dire que en fait, au fond, on parle un peu de la même chose. On peut dire que ce qui nous lie les uns et les unes les autres, c'est la souffrance psychique. Et en fait, parler de folie, c'est une manière de conceptualiser la souffrance psychique. Parler de santé mentale, c'en est une autre. Moi, quand je parle de traumatisme, c'est pour moi une manière de dire que ce qui me définit, c'est la violence qui m'a été faite. C'est-à-dire, c'est une manière de parler de la causalité de la souffrance psychique qui consiste à dire c'est la manière dont la société, capitaliste, patriarcale, etc., m'a fait violence et qui fait que maintenant, c'est-à-dire que je suis ni une personne malade de naissance, j'ai pas des problèmes on est hors du cadre totalement de la neurobiologie, je suis une personne qui est inscrite dans une société ultra violente
Et quand je dis ultra-violente, je ne parle pas de ses excès, je parle de sa normalité quotidienne. Et c'est en tant que tel que je viens me présenter ici comme sujet politique en disant je refuse la pathologisation qui m'est faite et qui est une seconde violence. C'est-à-dire qu'on peut pas... On est dans une situation absolument intenable, absolument contradictoire, où on est d'un côté absolument maltraité par cette société, pour ma part en tant que femme notamment, et en même temps l'objet d'une seconde violence qui est de nous discriminer, de nous stigmatiser, ce qui est une manière aussi, c'est même une des principales manières d'invisibiliser la violence sociale, qui est non pas, je le redis, un des excès du monde capitaliste, etc., mais sa pure normalité. Mais alors, je vais rebondir là-dessus, je veux dire, il y a une troisième violence qui est l'invisibilisation. Absolument. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer l'un ou l'autre, parce que vous précisez que c'est la première Mad Pride autonome, qu'est-ce que vous entendez par autonome, et en quoi est-ce que c'est, on va dire, je vais dire novateur, il faut que ce soit novateur, mais en tout cas, en quoi est-ce que ça se distingue typiquement de la santé mentale vue par le gouvernement, quoi. C'est une question importante parce que je pense que pour pas mal de gens, le fait que ce soit une Mad Pride autonome, c'est déclencheur de l'envie de participer. Alors, on vous explique. Oui. Donc, il existe un dispositif gouvernemental, un label qui s'appelle Parlons Santé Mentale, qui subventionne et qui labellise tous les événements de l'année qui répondent aux critères institutionnels de chaque événement. Et nous, on est le seul événement autonome, c'est-à-dire que chaque région est en elle-même autonome et crée son propre modèle et son discours, auto-organisé par des personnes concernées, en fait. Et on est les seuls c'est pas pour être prétentieux, c'est juste qu'on est le seul mouvement engagé par des personnes concernées pendant cette année. Ce qui veut dire que on a sur nous cette je sais pas comment dire, mais c'est bizarre, mais c'est un peu la première fois qu'on nous entend à la télé. Il y a une chose importante par rapport à ça aussi, c'est que, il faut le dire, autonome, ça veut aussi dire que dans le vaste collectif de l'organisation de cet événement, on est en pure non-mixité. Parce que c'est ça quand même, l'autonomie. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de soignants en fait. Il n'y a pas non plus de personnel du médico-social. On n'a pas besoin d'eux pour produire des événements. On n'a pas besoin d'eux pour faire de politique. On n'a pas besoin d'eux pour se visibiliser, non pas comme malades, traumatisés, pathologisés, etc., mais comme sujet politique. Et c'est ça l'idée de l'autonomie aussi. Enfin, moi je trouve que c'est l'idée la plus importante, ouais. Et non, pour rajouter, en fait, quand on parle de Mad Pride au sens historique, c'est créé dans le sens de l'antipsychiatrie, en fait. Et cette antipsychiatrie, ça veut pas dire démanteler tous les services publics dans le sens de détruire tous les hôpitaux publics. C'est plutôt un courant, on va dire, abolitionniste. Ce qui veut dire... abolitionniste dans le sens où pour nous le soin, ou en tout cas pour moi le soin ne peut pas se résumer à traiter médicalement et la psychiatrie pour moi et pour beaucoup n'est pas une branche de la médecine qui traite les maladies mentales. Ce qu'elle prétend être, c'est c'est compliqué l'antipsychiatrie à expliquer parce qu'en fait le terme de maladie est lié à la médecine en fait. On prétend guérir des maladies du cerveau, soigner des maladies du cerveau, grâce à la médecine, cette médecine qui a été construite historiquement sur l'enfermement des gens, que ce soit à la Salpêtrière ou même avant dans les asiles. Et donc cette antipsychiatrie qu'on appelle nouvelle des années 2020-2025, c'est pas l'antipsychiatrie des années 70 qui visait à une réforme des asiles et à la fin des asiles et la désaliénation. Le désaliénisme, en fait, c'était en finir avec les asiles. Et en Italie, Franco et Franca Basaglia, ils ont créé le mouvement de psychiatrie citoyenne et ils ont fermé les hôpitaux psychiatriques en Italie pour les remplacer par des centres communautaires, des centres... Il y a des lits d'hospitalisation dans les hôpitaux généraux, mais la psychiatrie en elle-même est réduite à ces lits.
Donc la médicalisation a disparu au profit du social et du communautaire. Donc ces centres communautaires de santé mentale offrent une autre possibilité qu'on n'a pas en France. En France, on est réduit à l'hospitalisation quand on va pas bien. Et nous, ce qu'on revendique, c'est d'avoir des lieux de soins, mais d'un autre soin. Parce qu'en France, le soin, c'est la psychiatrie. Je sais pas si c'est clair, en fait. Hein. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord avec toi, et sur le côté médical et sur le côté justement maladie mentale. En fait, on traite souvent comme maladie mentale ce qui pourrait relever en fait de maladie sociale. Alors un exemple, enfin deux exemples, mais je pense qu'ils sont les plus clairs, c'est notamment la dépression, ce qu'on appelle la dépression et l'anxiété. Et alors là, on parle souvent de l'anxiété des jeunes, on évoque un peu tout un ensemble de raisons, les jeux vidéo, enfin des trucs un peu, des fois qui peuvent paraître un peu faciles, voire loufoques. Mais pour la dépression, c'est quand même, ça peut être quand même assez clair, c'est-à-dire que ayant été dans différents hôpitaux psychiatriques ou CMP, on voit bien que les personnes qui sont en dépression ont des situations sociales les plus difficiles, subissent des restructurations au niveau du travail, etc. Des fois peuvent venir du domaine médical aussi, qui subissent des dépressions. Donc en fait, je pense que si on change un peu le focus, en disant c'est pas maladie mentale, mais plutôt maladie sociale, là on rentre dans le champ on va dire plus politique, et effectivement du coup on peut revenir sur le terme de traumatisé qui est plutôt bon. Moi je dirais aussi pour ma part psychiatrisé, parce que en fait malgré tout l'une des plus grandes parties de mes journées, c'est de prendre des médicaments. Et prendre des médicaments, c'est un rapport avec l'institution, même un rapport avec soi-même, un rapport avec ses propres souffrances, etc. Et en fait, effectivement, le côté psychiatrisé, c'est le côté, c'est une personne ou une institution qui, à un moment donné, a établi, alors la question du diagnostic, on pourra en reparler, mais en tout cas un discours qui est un discours qui en tout cas m'appartient pas sur le moment, mais qui va définir et qui va déterminer après un grand nombre de choses dans ma vie. Et donc pour en revenir à ce que tu disais aussi sur la question effectivement le rapport le travail, la famille, les relations entre les hommes, les femmes, etc. C'est des relations de pouvoir, et c'est des relations que justement en tant que moi psychiatrisé j'expérimente, c'est-à-dire qu'en fait clairement dans 90% des cas, quand je suis en face de ma psychiatre, enfin de mes psychiatres, parce que j'en vois plein, j'en ai vu plein, je ferme ma gueule en fait. Je ferme ma gueule, clairement. Parce que, alors après, il faut ruser, des fois, il faut être malin, essayer, etc. Mais globalement, il y a une relation hiérarchique qui s'opère avec des questions de menaces, de chantage, je pense, je reviendrai tout à l'heure. Et du coup, moi, je suis du coup d'accord avec ce que vous avez dit, dans le sens où c'est vraiment cette relation de pouvoir et du coup de violence dans tout ce que ça peut comporter, qui est important, et qui fait que moi je vais participer à la Mad Pride parce que je me sens tout simplement concerné, quoi. Je vais te relancer sur un truc, parce que là c'est une question un peu piège, mais enfin il n'y a pas de vrai piège derrière, mais ce qui est très intéressant avec la question de la folie, comme elle a été conceptualisée, je parle à Foucault, Deleuze, c'est que, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à cette question-là, c'est que ça permet de montrer à quel point est-ce que la normalité existe et est une arnaque gigantesque par ailleurs, quoi. Et donc on comprend bien que, à vous entendre parler, à vous lire, etc., que ce qui vient déterminer qui est sain, qui est pas sain, bon, c'est toujours un geste institutionnel qui va dire toi tu pars à droite, toi tu pars à gauche, et
tu parlais, Jonathan, de l'action de la dépression, qui, je pense, est pour le coup plus ambigu du point de vue de l'institution, parce que on se rend bien compte que, nous, un texte il y a très longtemps, parce qu'en France, c'est quand même le plus gros consommateur d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, on peut voir évidemment la dépression comme un dysfonctionnement personnel. On peut le voir aussi en fait comme une espèce de forme diffuse de résistance. En fait, dans la dépression, ce qui se joue, c'est un refus, un épuisement du monde tel qu'il va, un refus de l'ordre des choses. Et dans le fond, il y a un élément positif, y compris. Enfin, je veux dire, on souhaite à personne d'être dépressif, mais en tout cas, la dépression en tant que phénomène social vient signifier une inadaptation massive à l'ordre des choses, et qui donc, pour le coup, un dépressif qui prend bien ses médicaments, on ne sait pas trop s'il est fou ou s'il n'est pas fou, quelque part, parce qu'il est dans le fond sur le point de lutte et de friction entre possibilité d'adhérer au monde et le refus du monde. Et la question que je me posais, parce que tu parlais tout à l'heure, merci du fait que ça soit en non-mixité, mais comment est-ce que vous, à partir de cette formulation de la Mad Pride, est-ce que vous déterminez qui est fou et qui ne l'est pas, pour le dire C'est intéressant, ta question elle va dans un sens qui m'arrange pas. Du coup, non, mais elle est très intéressante. En fait, ce que tu disais au début m'intéresse beaucoup. Je voudrais revenir sur le début de ta question. Ça me permet de rebondir sur ce que disait Johan tout à l'heure. Tu parlais de l'antipsychiatrie et son origine, c'est pas l'origine historique, mais en tout cas l'écho de cette pensée, notamment du côté foucaldien. Tu disais tout à l'heure avant l'émission que votre génération, vous avez été biberonné à Foucault et que pour vous, la question de la folie, la critique de la folie, c'est, du paradigme de définition de la folie, c'est une évidence et tout. Et je voudrais répondre à ça et revenir sur ce que Johan disait pour faire un truc qui me semble très important. C'est vrai qu'on nous entend peu, donc je profite de cette émission pour le faire. Pour distinguer quelque chose qui serait l'antipsychiatrie, qu'on pourrait appeler classique, celle des années 60-70, il faudrait mieux parler des antipsychiatries, parce qu'en fait, déjà, c'est un ensemble très hétérogène, et ce qu'on appelle antipsychiatrie aujourd'hui, même le fait de parler de Foucault et de l'inclure là-dedans, c'est des choses que les penseurs ne faisaient pas forcément. Par exemple, Foucault, je crois pas qu'au début, était extrêmement prudent avec ce label, il y a beaucoup de penseurs de l'antipsychiatrie qu'aujourd'hui on regroupe sous ce terme qui s'en revendiquaient pas. Il y a beaucoup d'hétérogénéité, mais ce qui est important, c'est de montrer que nous, aujourd'hui, on se distingue largement de ce paradigme. Je pense qu'aujourd'hui, tu nous invites à parler d'antipsychiatrie. C'est important de dire ça. Et la deuxième partie de ma réponse, je voudrais la faire sur la question de la normalité et de la production de la norme. Je pense que... Je peux juste dire en quoi est-ce que vous en distinguez ? Oui, j'arrive. Je suis désolée, j'ai l'habitude d'introduire ce que je dis. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, je parle beaucoup. Mais donc c'était pour savoir où je vous emmenais, quoi. Mais donc, ouais, on s'en distingue parce qu'il y aurait énormément de choses à dire et je vais être obligée de faire de grosses simplifications parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Mais je dirais que une des premières choses qui m'importe de dire, c'est qu'il y avait un biais dans l'antipsychiatrie classique, il y avait un biais, un paradigme principal qui était l'anti-autoritarisme. C'est post-68, il y a la question de la critique de l'autorité, de la discipline, de la coercition, etc., qui vaut de manière assez générale, et c'est vrai que l'antipsychiatrie, elle existe sous cette forme-là. Je pense qu'aujourd'hui, il importe absolument de se distinguer d'une critique qui serait exclusivement anti-autoritaire de la psychiatrie. Parce que le problème, c'est que... est-ce qu'il y a besoin de spécifier ce que c'est une critique anti-autoritaire de la psychiatrie ? Non. On voit ce que c'est. Le problème, c'est que quand on se concentre sur cet aspect-là de la psychiatrie, c'est extrêmement facile de se poser dans une posture critique interne à la psychiatrie qui consisterait à valoriser une psychiatrie que j'aime appeler la psychiatrie à visage humain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de représentants de cette psychiatrie, on pourrait même dire qu'elle est devenue le paradigme dominant dans la psychiatrie, même si évidemment, et Johan le rappelle souvent, là je vois que tu... non mais parce qu'il y en a beaucoup, des gentils psychiatres, t'as tout à fait raison, c'est pour ça que j'allais dire, en effet les formes coercitives, il faut être très clair là-dessus, sont maintenues. Elles sont absolument maintenues. Il y a de la coercition, il y a des hospitalisations sous contrainte, des pratiques d'isolement, et donc ça c'est certain, mais je prends ça comme une évidence. Je voudrais aller plus loin et dire que si on s'en tient à un paradigme anti-autoritaire, aujourd'hui, ça nous empêche de critiquer les formes, entre guillemets, plus humaines de la psychiatrie. Or, je pense que là où il faut critiquer la psychiatrie, c'est pas seulement comme un système coercitif, c'est comme un système qui produit ce qu'on va appeler, dans un langage général,
qui produit et qui reproduit de la domination sociale. Et en fait, dans le sexisme, dans le racisme, dans le sanisme, etc., dans l'adultisme aussi, dans toutes ces formes de domination, dans le classisme évidemment, c'est-à-dire, tout le monde sait ce que c'est, il y a des formes absolument non autoritaires qui existent. Il n'y a pas besoin en fait d'en passer par un autoritarisme et un système coercitif méchant et affiché comme tel pour détruire radicalement quelqu'un psychiquement. Et donc voilà, ça c'est la première chose qui, je pense, nous distingue. Et évidemment, dans les années 60-70, l'antipsychiatrie n'est pas sensible à la question féministe. Hormis Basalia et quelques autres, on n'est pas dans des critiques matérialistes, parce que eux ils sont plutôt d'inspiration matérialiste, marxiste, etc. Foucault, il est dans un rapport complètement à la question de la, il est dans un, pour lui c'est une question morale et une question de production des normes, etc. Il n'est pas sensible du tout aux questions de genre, etc. Ça c'est une autre chose qui nous distingue. Mais en fait, j'ai déjà beaucoup parlé de la distinction, donc je peut-être 2 points. Est-ce que tu peux mettre en pause et juste dire un truc qui va dans le sens. Ouais, je t'en prie, bien sûr. Dans ton texte, Jonathan, parce que juste, je trouve que c'est pile poil raccord. À un moment donné, t'écris certaines fondations, comme le bon psychiatre par exemple, puissent-elles rester? À quoi servirait-elle à présent? Chacun remplit sa fonction dans cet organisme autonome. On ne me soigne pas, on me gère. On ne m'écoute pas, on m'entend. On ne discute pas, on prescrit. On n'identifie pas, on trie. On ne cherche pas, on catégorise. On n'est pas conciliant, on est catégorique. On n'est jamais compétent, on est fonctionnel. Par quel bout on se laisse prendre? Un cul-de-sac se laisse deviner. Voilà, je trouve que c'était... Ouais, très cool. Oui, absolument. Le deuxième point, c'est que tu parlais de la distinction entre le normal et le pathologique, le normal et le fou, donc en effet en référence à Foucault. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, cette manière, donc ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que vous avez été biberonné à cette théorie, moi, elle me semble très insuffisante aujourd'hui, d'un point de vue d'abord matérialiste. Moi, j'avoue que je suis pas dans le camp foucaldien pour ce qui est des grandes oppositions des années 60-70, c'est plutôt dans le camp marxiste, donc plutôt du côté du SPK, qui est la référence pour moi la plus importante. Autre chose très importante à dire sur la distinction avec l'antipsychiatrie des années 60-70, massivement, c'est une antipsychiatrie que j'appelle par le haut. C'est-à-dire qu'elle est produite par les psychiatres eux-mêmes. Ça m'intéresse absolument pas. Je me sens absolument pas représentée par une antipsychiatrie comme ça qui vient du haut et qui vient de la psychiatrie. Ce qui m'intéresse, c'est donc des initiatives comme le SPK, donc on pourrait traduire parce que le collectif des patients socialistes, qui sont des personnes concernées, qui ont produit énormément de théories, qui sont marxistes et qui sont des gens très importants, mais peut-être qu'on pourra en reparler. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives dans ce sens-là, mais cette antipsychiatrie du bas ou par le bas, c'est celle, moi, qui me représente, je pense. Et sur la question de la normalité, alors il y a un truc très important que je voudrais dire, c'est autant je me sens pas tout à fait représentée par cette... Enfin, elles sont importantes, les distinctions foucaldiennes, mais elles me semblent un peu insuffisantes. Il y a un concept qui est pas très connu, qui me semble extrêmement important aujourd'hui, et je dirais que même on a du mal à se définir les uns les unes les autres. On parle de, moi je me sens pas folle par exemple, mais il y a des gens qui se revendiquent fous. On parle de personnes neuroatypiques, de personnes handi, enfin il y a plein de manières de se caractériser. Moi j'ai l'impression qu'une des lignes d'homogénéisation à laquelle on pourrait penser, c'est de se dire non normopathe. Et en fait le concept de normopathie, c'est un concept, ça fait rire à la technique derrière. La normopathie, c'est un concept que je trouve extrêmement utile parce que donc ça veut dire littéralement la maladie de la normalité, de pathos, et en fait ça caractérise toutes les personnes, non seulement qui sont, je dirais, qui ont une intégration facile dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui, mais même parce que c'est déjà, on pourrait dire, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure sur la dépression comme résistance, c'est-à-dire que c'est déjà une forme de pathologie au fait de s'intégrer de manière naturelle et évidente dans le monde dans lequel on vit, mais même ça décrit une forme pathologique plus, je pourrais dire, qui est la manière dont les individus intégrés dans le monde, donc les honnêtes travailleurs, les pères de famille, etc., les bons citoyens, vont avoir une telle intégration des normes sociales que ça détruit le principe de leur individualité et de leur subjectivité. On pourrait dire que nous tous et nous toutes, on est, je crois, aux antipodes de cette pathologie-là. Donc ce qui est bien, c'est que quand on pose les choses comme ça, on récuse la distinction entre le normal et le pathologique, et on va un peu dans le sens du SPK qui dit qu'on est tous et toutes malades du capitalisme, mais pas de la même manière. Le SPK, par exemple, il dit « Moi, mon psychiatre, il est malade, mais sauf que lui, il le sait pas. » Moi, je sais tout à fait, parce qu'en plus, il s'assoit sur une théorie critique du capitalisme général, donc
ils sont géniaux. Mais la normopathie, c'est ce dont on se distingue tous et toutes, à mon avis. Un truc très intéressant, c'est que quand j'ai... Enfin, je vais faire plus court, pardon. Non, parce que j'ai plein de trucs à dire, mais quand même pour laisser les camarades parler. Il y a un truc très intéressant, c'est que j'avais cette intuition, quand j'ai découvert ce concept, que ça venait nommer quelque chose d'essentiel pour moi, je dirais depuis toujours, qui était sans nom, et que je savais pas nommer, mais que tout d'un coup venait trouver forme dans ce concept. Et en fait, au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que quelqu'un que je trouve pas forcément sympathique politiquement, mais qui est quand même important dans le paysage français, et qui est pas le pire non plus, je suis un peu puriste de dire ça, mais c'est Christophe Dejour, qui est un psychologue du travail, et qui est important pour tous les psychologues du travail aujourd'hui, qui s'intéresse aux formes d'aliénation au travail aujourd'hui, donc il est important pour cette raison-là, et qui a fait un lien que j'ai trouvé extrêmement important, que j'avais fait spontanément, et j'ai trouvé une autorité dans le lien qu'il faisait, entre la normopathie et le concept de Arendt de banalité du mal. C'est-à-dire qu'en fait... Et vous allez voir que quand même c'est un retournement, je suis fière de ce move de propagande, c'est qu'en fait ça veut dire que les gens qui sont tout à fait intégrés à la société, les normopathes, c'est pas seulement des gens qui nous oppressent et qui consomment et valident une société profondément malade dont nous on se distingue, c'est aussi, pour le dire d'une manière assez rapide, les gens qui ont déporté les juifs. C'est-à-dire, c'est les gens qui portent une forme de pathologie sociale qui est celle du nazisme. C'est intéressant que Christophe Dejour, tu vois, là, je te vois réfléchir. Bon, on s'en fout de Christophe Dejour, moi je m'en fous en tout cas. Mais en tout cas, lui, il lie les deux concepts. La banalité du mal, je le rappelle, c'est l'idée qu'en fait, à la base des concepts, des théories du nazisme, il y avait dans les représentations spontanées l'idée que c'était le monstre, le mal absolu, et le concept de Arendt, c'est de dire absolument pas. Les nazis sont des travailleurs qui font leur travail quotidien de tous les jours et ils ont rien d'exceptionnel, c'est pas des monstres. Enfin, elle est très connue cette théorie, mais je trouve ça intéressant d'un point de vue de propagande pour nous, parce que ça permet de bouleverser tout à fait le paradigme et de dire que on est au cœur de ce que je disais dans le manifeste, qui est de dire que la folie est loin d'être le problème social. Et que dans la distinction entre fou et normal, on peut aller avec ce concept de normopathe, on peut aller très loin dans le fait de montrer que c'est la normalité qui représente la pathologie, quoi. Je vais rebondir. Vas-y, il y a plein de choses à dire. C'est tout à fait juste. En fait, ça me fait penser à la Mad Pride de Lyon, qui insiste beaucoup sur la loi euthanasie et la loi sur le suicide assisté. Parce qu'à partir du moment où on parle de la banalité du mal, on pense à l'eugénisme. Et je considère que cette loi validiste, c'est-à-dire validiste, c'est le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, le validisme, c'est considérer que le corps valide est la norme. Comme on s'oppose à la norme et qu'on est considéré comme anormaux, on est... par conséquence considérés comme des rejets, des rebuts de la société, car non valides. Donc, notre lutte est par essence anti-validiste, donc contre des lois qui voudraient qu'on soit supprimé de la société. Et donc, au lieu de nous proposer une vie vivable, digne, on nous propose maintenant une mort digne. Absolument, oui. Et au-delà de ça, c'est pour ça qu'on s'inscrit dans le mouvement anti-validiste, parce que je sais que les psychiatres... Là, ils vont commencer à se déchaîner sur pourquoi on parle d'antipsychiatrie et tout ça. Et on est des psychiatres. Nous, on n'est pas que des prescripteurs. Je les vois venir sur LinkedIn, ça va être rigolo. Parce qu'on n'est pas que des psychiatres prescripteurs. Notre maladie, c'est de... J'adore le lapsus. Notre maladie, c'est le relationnel. Nous, on fait du relationnel. On travaille pour le rétablissement de nos patients. Arrêtez de nous caricaturer. Mais en gros, les oppressions systémiques qui existent ne sont pas abordées. Quand on parle de politique de santé mentale, c'est eux qui les font avec le gouvernement. Et moi, j'aimerais plutôt parler à mes pairs, aux autres personnes concernées, parce qu'on n'est pas là pour parler aux psychiatres, en fait. Les psychiatres, ok, vous faites votre boulot, vous prescrivez, vous faites de la réhabilitation psychosociale, vous orientez vos pratiques du mieux que vous pouvez. On a compris. Tout ce qu'on veut. On a compris, vous faites du mieux que vous pouvez, mais le problème, c'est le paradigme médical, c'est la psychiatrie en soi qui crée le stigmate
Et ça, en fait, c'est démissionner le problème. C'est pas vous faites du mieux que vous pouvez, c'est démission. Parce qu'il y en a qui veulent la démission de Macron, mais en gros, partir d'un paradigme médical sur une souffrance ou sur une différence et assimiler une différence ou une souffrance à un diagnostic qui implique un traitement médicamenteux et donc une médicalisation des maux de la souffrance courante et ordinaire. D'ailleurs, on parle souvent de notre folie ordinaire qui est commune à tous les êtres humains. Et pourquoi médicaliser ça ? C'est ça qu'on conteste en 2025, c'est la médicalisation de nos expériences de vie. Et donc, je considère pas qu'on soit des malades. Je suis un malade mental, c'est pas pour nous. Moi, j'accepte mon traitement. On n'est pas du tout. Je ne dis pas qu'on est contre les traitements puisqu'on les prend nous-mêmes et on en a besoin. On en a besoin des traitements, mais ça veut pas dire qu'on a besoin d'une psychiatrie généralisée et une santé mentale diffuse en fait, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les dispositifs de la santé mentale est un prétexte, pour réadapter ou adapter les personnes en situation de retravailler ou c'est de rendre fonctionnelles les personnes qui peuvent être fonctionnelles. Et là, vous avez les psychiatres humanistes qui viennent vous dire, les gens comme moi et en général les pathologies sévères, il n'y a que l'hôpital psychiatrique qui peut s'en occuper. Et donc la santé mentale, les politiques de santé mentale sont adaptées aux troubles légers, peu sévères, anxiété, dépression, ça c'est plutôt facile à soigner avec des médicaments. Et après, vous avez les malades mentaux qui seraient les Nicolas Demorand, les Emmanuel Carrère et tout ça, qu'il faut pas nommer. Mais en gros, eux aussi réussissent à s'intégrer dans la société, donc pourquoi pas les autres ? Ouais. Et en fait, il y a dans l'autisme, dans la schizophrénie qu'on nomme jamais, dans la bipolarité de type 1, on est nombreux à pas s'en sortir. Et ça, c'est noyé. Donc, nous, on prend bien nos médicaments, on considère qu'ils sont nécessaires. Il y a quoi d'autre à part les médicaments qu'on fait ? La thérapie, on fait tout. On paye des thérapies. On fait le sport. Tu manges des légumes. Voilà. Il y a la nutrition, le sport, les médicaments. Souvent, on nous reproche quand on parle d'antipsychiatrie, l'antivalidisme. Les gens on est tous antivalidistes puisqu'on s'oppose au sanisme et au fait de considérer qu'on est des anormaux. Mais l'antipsychiatrie, oui, c'est est-ce qu'on est contre les psychiatres ou contre toute forme de psychiatrie ? J'ai envie de dire oui. Et que les médicaments et les diagnostics peuvent être nécessaires. En fait, les diagnostics, c'est ça que je veux dire. Les diagnostics existent. Moi-même, je pourrais me revendiquer psychiatre si je veux. Le manuel diagnostique qui sert pour classifier les personnes, on les connaît par cœur, voilà. Le DSM, on le connaît par cœur nous-mêmes. Et on a tellement intériorisé ce discours, c'est le syndrome de Stockholm en fait. C'est nous-mêmes, on est nos propres psychiatres. C'est comme quand tu le dis dans ton texte, je dois avaler mon médicament tous les jours. J'ai pas envie de le faire, mais je sais que c'est nécessaire. Et du coup, on s'en sort pas politiquement. On n'est pas des sujets politiques. On n'a plus d'agentivité. On subit ce qui nous arrive. Et comment on fait pour s'en libérer de notre maladie ? Voilà, on est malade. On a un paradigme médical qui nous explique qu'on est malade. Et si on nous dit qu'on est malade, on est responsable de nos malheurs. Voilà, oui, vas-y. Rebondir sur une anecdote et un truc plus sérieux, parce que tu parlais donc du DSM-4, qui est donc en gros qui est donc l'encyclopédie symptomatologique. Il y a quelques années, ce qui est un peu marrant, c'est qu'ils ont fait disparaître une maladie qui était l'asthénie. Donc l'asthénie qui est le fait de se sentir fatigué, triste, pas bien. Ouais. Et en fait, à un moment donné, ça a été sorti, je pense, du DSM-3 ou du DSM-4, je me rappelle plus, je dis peut-être des conneries. Et en fait, on comprend trop, alors peut-être que c'est une extrapolation de ma part, mais on comprend trop comment est-ce que dans une époque comme celle-ci, en fait, à un certain point, être triste, fatigué, c'est devenu tellement normal que c'est plus pathologisable, tellement c'est devenu la norme que de pas être bien, quoi. Ça, c'était l'anecdote. Le truc que je voulais non, parce que là, c'est qu'il y a parce que tu disais, on sait se diagnostiquer, mais en fait, dans le diagnostic lui-même, il y a un enjeu politique extrêmement fort sur ce qui est considéré comme pathologique ou non.
Mais sur cette question-là, je trouve que, parce que, ce qui est fascinant en fait avec cette question de la folie et d'une autre manière sur la question du handicap, etc., c'est que ça vient vraiment condenser un nombre de dispositifs de pouvoir assez délirants. Et donc, alors, on l'a vu dans la discussion, toi au début tu as vraiment voulu préciser que le caractère anti-autoritaire, donc on va dire il faut être sympa avec les patients et pas juste les contraindre. Bon, ça c'était un truc un peu, tout le monde voit bien en 2025. Oh oui, non, quand même, enfermer les gens, c'est pas tip-top, faut essayer plutôt de les attacher, les mettre en chambre d'isolement. Il y a des trucs qui sont un peu... donc il y a cette forme-là. Mais ça peut être soutenu par des arguments tout à fait libéraux aussi, cette idée-là. Oui, mais bon, en tout cas, on voit que c'est une des questions que pose la psychiatrie. Donc il y a la question, on l'a dit, un peu foucaldienne, complètement foucaldienne, en gros, déterminer la folie permet en retour de produire une norme et donc de faire que les gens se disent tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais néanmoins, j'ai l'impression que l'antipsychiatrie, elle s'est toujours articulée à une critique du capitalisme, de ce que j'en sais, en tout cas de celle qui nous intéresse. Et je trouve la question, c'est en fait, qui est pas si évidente. Alors c'est peut-être un peu une question facile, mais quel est le lien entre capitalisme, économie et psychiatrie? Et moi, j'ai l'impression, je t'ai entendu, parce que j'ai l'impression que c'est le cas avec le handicap de manière générale. Par exemple, à la MDPH, ce qui détermine pour un enfant le pourcentage de handicap d'un enfant, c'est pas qui fait que vous allez avoir l'AEH, les connaisseurs se reconnaîtront. L'AH. Ouais, mais pour les enfants, c'est AEH. Pardon, j'ai mal compris ce qu'il disait. C'est l'allocation d'aide à l'éducation de l'enfant, il y a un E en plus. Et donc, ce qui détermine la somme que les parents vont toucher, c'est pas l'état effectif du gamin. Donc vous avez un truc genre handicapé à 80% ou 100%, vous avez différents trucs. Et en fait, c'est dans quelle mesure est-ce que l'existence de cet enfant empêche un parent de travailler à mi-temps. Et donc, l'argent que vous touchez correspond pas du tout... en fait, le stigmate, pas forcément le stigmate, mais en tout cas, l'autocollant, la couleur de l'autocollant que vous avez pour un enfant handicapé est déterminée par dans quelle mesure il empêche les parents de produire, en fait, d'être des acteurs économiques, et donc on leur donne une petite compensation. Il faut qu'il y ait au moins un parent à temps plein, vous aurez en l'occurrence 600 €. Mais donc ce qui est drôle avec cette anecdote, c'est que on voit que ce qui vient déterminer le normal et la normale du point de vue institutionnel, c'est est-ce que vous êtes un agent productif ou pas. Et donc est considéré comme anormal quelqu'un qui ne peut pas être un agent économique avec un potentiel complet. Et donc là, je trouve que le lien avec le capitalisme, tout bêtement, en fait, il est fait directement par l'institution elle-même. Ouais, moi j'ai une réponse à ça excellente. J'ai lu Joseph Raffaellini et Horace ce matin en diagonale. On lui avait proposé de venir, mais il ne pouvait pas. Non, mais c'est incroyablement bien écrit. Et en gros, on est passé d'une société, des dispositifs autoritaires à la Foucault. Là, maintenant, on est tous devenus des homo economicus, comme il dit. Donc, on est tous... la santé mentale, en fait, elle est portée par les institutions et par l'État. Et en gros, le capitalisme est partout. Donc, ce qui produit aussi le démantèlement, la destruction des services publics. Donc, à partir du moment où on vient dire il faut détruire la psychiatrie, il faut l'abolir, ça ne veut pas dire que, comme le dit Joseph, ça ne veut pas dire qu'on veut détruire les services publics. Ce qu'on veut, c'est des dispositifs génératifs, comme disait Isabelle Singers, c'est-à-dire générer d'autres dispositifs qui permettent le soin et de créer du soin, en fait, à travers des dispositifs communautaires, des nouvelles pratiques nordiques, l'open dialogue, ou en Belgique aussi, il y a je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, quand on rassemble l'entourage, et il y a aussi les dispositifs autogérés. On va me dire que l'autogestion, ça résout pas les troubles, les gens délirants. Et c'est justement la question du délire qui m'intéresse, c'est la gestion de la crise, parce que moi, je suis délirant la moitié du temps. Là, ça se voit pas. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est délirant? Et là, c'est là où la psychiatrie, ça relève de la psychiatrie. Et moi, ce que j'aimerais et ce qu'on aimerait, c'est que ça relève pas que de la psychiatrie. Que les psychiatres peuvent être des alliés, mais qu'on ait une société derrière et que l'État
au lieu de financer, donner des moyens. J'ai compris qu'ils veulent des moyens, vous voulez des moyens pour soigner les patients, parce que s'il y a pas les conditions matérielles pour exercer son métier, on maltraite les patients, donc ça crée de la contention et de l'isolement. Or, l'isolement et la contention, même si on a les moyens, on le sait tous, va perdurer. Mais en gros, on n'est pas là pour réclamer des moyens pour la psychiatrie, même si, et ce que j'aimerais revendiquer, c'est plutôt que les patients, vos patients, aient le droit de s'exprimer, au-delà de j'ai été attaché, j'en ai marre de mes médicaments, qu'on puisse avoir une parole collective sur ce qui va pas et ce qu'on aimerait, un futur souhaitable, un soin et une société vivable en fait. Parce que si on nous renvoie toujours à ah ouais, vous critiquez. En vrai, nous notre projet là de Mad Pride, c'est d'inventer un monde vivable et d'où le Joseph, la référence à Joseph, qui est sur les communs plutôt que sur les institutions étatiques qui vont nous sauver. C'est plutôt partir de la base que d'attendre que l'État social. Même la gauche et la droite, ils sont sur l'État. L'État va nous sauver. Ou le capitalisme qui détruit l'État, mais nous, on s'en fout de l'État en fait. Je rajoute juste un truc sur le truc de Joseph, parce qu'il n'est pas là, il voulait être là, mais il ne pouvait vraiment pas être là. Mais pour reformuler, c'est que je sais que Joseph, c'est un camarade très proche, etc. Lui, ça lui tient vraiment à cœur toutes les idées de destitution, donc de faire les choses en dehors des institutions. Et en même temps, s'il avait été là, je sais ce qu'il aurait dit, parce qu'il le dit tout le temps. Il aurait dit là, il faut, on peut pas. La question typiquement de la psychiatrie, mais comme tant d'autres, on peut pas juste. En fait, c'est dans un tel état. Les gens sont dans un tel état et les institutions sont dans un tel état qu'on peut pas juste se dire le truc un peu propagande révolutionnaire anarchiste, il suffit de tout foutre en l'air, de machin, et tout cramer. Il y a une vraie nécessité de penser la désinstitutionnalisation, et donc lui ce qu'il propose c'est les communs, c'est pour le coup de reconstituer à la base des plans de soins qui soient moi c'est très complémentaire, c'est sur une autre ligne mais c'est très complémentaire parce que tu posais la question sur le rapport entre le capitalisme et la question de la psychiatrie. T'as raison de dire que c'est les personnes psychiatrisées sont des personnes improductives et c'est la raison de leur déshumanisation, comme ça explique la déshumanisation d'autres groupes. On n'est pas les seuls en tant qu'improductifs à vivre cette déshumanisation. Mais moi, quelque chose de complémentaire à ce que disait Johan, je me place à un point de vue plus théorique et donc à ce point de vue plus théorique, je peux dire davantage de choses. Je me pose pas la question pratique la question de la solution pratique, mais d'un point de vue plus théorique. Je dirais qu'il y a la destruction. En fait, les destructions du capitalisme ont une dimension psychique également. Et donc, la critique du capitalisme doit prendre en compte la manière dont le capitalisme détruit des psychismes. Je pense pas qu'on soit tous égaux par rapport à ça, même si on pourrait dire que tout le monde est malade. Je m'oppose au discours universalisant sur la question de on serait tous fous, etc. Non, il y a des gens qui sont, c'est pour ça que j'aime ce terme de traumatisé, il y a des gens qui ont été psychiquement détruits par la violence sociale structurelle, par la domination structurelle, par la nécessité structurelle de l'exploitation de certains segments de la population. Mais ce qu'on peut dire, et moi c'est l'antipsychiatrie à laquelle je tiens, c'est celle qui dit que le capitalisme, c'est-à-dire parce que ce qui m'embête un peu dans votre manière d'en parler, c'est qu'il y a une espèce de monisme économique. C'est-à-dire que parler du capitalisme, ce serait parler de l'homo economicus. Or, je pense que dans la vision du capitalisme qui m'importe de défendre, il est producteur aussi de distinction de genre, de distinction de race, etc. C'est-à-dire que c'est un système économique, mais en fait, je le pense comme une totalité sociale qui n'est pas différente de... Marx parle de toute cette merde. Et ça veut dire l'ensemble des phénomènes de soumission, d'oppression, etc. Donc moi, j'en ai pas une compréhension strictement économique. Et ce que je veux dire, c'est que donc la critique de la psychiatrie... En fait, ce que je veux dire, c'est que le capitalisme, donc conçu comme cette totalité dans laquelle on est, on pourrait dire le monde dans lequel on est, le capitalisme ne porte, selon moi, aucun espoir de soin. Il n'en porte aucun. Et donc... de ce point de vue-là, la perspective qui m'importe de défendre, c'est une perspective révolutionnaire. C'est-à-dire que pour penser un mieux, je crois qu'il faut admettre, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté qu'il nous faut admettre et qu'il nous faut assumer, c'est qu'il n'y a pas de solution à nos malheurs individuels et collectifs
qui soit porté par cette société. C'est malheureux, mais si on ne commence pas avec cette difficulté-là, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. C'est-à-dire qu'il faut aussi poser la question du dépassement. Elle est évidemment, bien sûr qu'elle a l'air folle, on est dans une société dans une société pré-fasciste. Et moi je parle de possible révolutionnaire. Il est vrai que c'est pas une pragmatique, il n'y a pas de pragmatique dans ce que je dis. Simplement, théoriquement, il faut dire, c'est pareil les discours sur l'écologie et le capitalisme vert en fait. C'est-à-dire, il faut pas avoir... moi, je refuse d'avoir une perspective réformiste sur la question du soin. C'est aussi pour ça que je m'oppose aux psychiatres humanistes, comme le disait Joanne. Leur seul problème, en fait, aux psychiatres humanistes, c'est la neurobiologie. Et ils pensent être la solution de cette psychiatrie positiviste, neurobiologique, etc. Mais moi, je ne pense pas que ce soit ma solution, en tout cas. Je veux pas le dire au sens individuel, mais je pense pas que la solution soit celle-là. Je pense que pour penser une solution à notre hauteur, il faut penser, et ça va avec ce que disait Joanne, un monde à notre hauteur, c'est-à-dire un monde qui ne rende pas fou, c'est-à-dire qui ne néantisse pas psychiquement certains segments de la population qui sont structurellement dominés par d'autres. Alors, bon, mais tu dis ça, mais ça, on va dire que c'est un point de vue théorique dans le sens général. Néanmoins, là, dans le manifeste... Ça annule pas, c'est complémentaire. Oui, voilà, c'est ça. Mais vous parlez nous informons avec force, le renouveau d'une antipsychiatrie radicale. À la fin, vous revendiquez des lieux de soins. Enfin, vous dites pas, faisons la révolution, et après, tout ça va... Les deux ne s'opposent absolument pas. Et voilà. Et donc, ça m'amène à ma question, c'est que qu'est-ce que ça signifie Enfin, je sais pas si c'est une question conclusive, parce qu'on peut continuer après, mais c'est quoi l'objectif de cette Mad Pride pratiquement, qu'est-ce qui ferait que ça serait réussi? Enfin, en gros, une fois on voit bien l'élément de Pride, hein, donc se reconnaître, etc. Ça c'est une chose. Mais donc, qu'est-ce que ça signifie pratiquement, à la fois politiquement, à la fois dans le quotidien, etc., que d'avancer sur ces questions-là? Je sais parce que Jonathan, on en parlait tout à l'heure dehors avant le truc. Toi, tu disais cette antipsychiatrie, je suis d'accord dans l'absolu, mais au quotidien, on se dépatouille comme on peut. Enfin, voilà, c'est comment est-ce qu'on jongle entre guillemets entre des perspectives et des prétentions révolutionnaires assumées et absolument normales, et le fait d'être on est quand même enserré dans plein de choses. Voilà, ouais, bien sûr. Et donc, comment est-ce que cette Pride, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'elle tente, qu'est-ce qu'elle propose, mais peut-être Jonathan t'en parle parce que Peter, tu parles pas. Ouais. Moi après je suis pas dans l'organisation, donc je vais venir pourquoi, mais en fait tout simplement parce que j'ai entendu le petit slogan là qui m'a fait c'est rien sur nous sans nous, et moi j'y suis un peu à côté de tout ce faire militante, on peut le dire. Ça fait du bien d'entendre ça. Donc en fait, moi, ce que je veux dans un premier temps, déjà, c'est sortir de mon isolement, parce que c'est vrai que là, on parle de beaucoup de choses, mais je pense que la première chose, en tout cas, moi, ce que je vis et ce que je constate dans les CMP ou ailleurs, c'est vraiment l'isolement. Et d'ailleurs, je réfléchissais à ça, on parlait de la pathologisation. La pathologisation, ça crée de l'individualisation du trouble, quoi, on va dire ça, et du coup de l'isolement. Et je réfléchissais quand tu parlais, et on parlait du bon psychiatre, mauvais psychiatre, mais il y a aussi le bon bipolaire, le mauvais bipolaire. Ouais. Puis tous ces petits trucs, c'est ceux qui vont essayer. Il y a pas très longtemps, il y a eu une émission sur France 2, moi aussi j'aime bien les anecdotes, et c'était des invités sportifs, célébrités, etc. Et puis il y avait Florent Manodou qui disait, voilà, moi depuis les JO, ma médaille d'or. Et effectivement, ça crée, si on regarde ça comme ça de manière un peu, je regarde la télé, quoi, ça crée une forme de culpabilité, quoi, alors qu'en fait, quand on commence à se rencontrer,
Moi, culpabilité, est-ce que tu te dis, il y a les bons bipolaires? Voilà, il y a une normalisation, il y a qu'est-ce que c'est. Alors, le truc de Domoran dont je parle, moi j'ai déjà entendu ça dans mon entourage. Il est journaliste, et puis qu'est-ce qu'il a vécu, puis blablabla. Et bon, moi je me tais un peu. Bon, c'est rien discuter de ça, mais je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, j'ai un peu perdu le fil. Mais... tu disais que et du coup, en fait, quand les choses s'arrêtent, même dans une salle d'attente, on commence à parler avec les gens, et on se rend compte que ce sont pas de simples usagers, qu'ils ont des choses à dire, etc. Et il y a pas très longtemps, on m'a proposé d'aller dans une association, alors pas du tout militante, mais c'est France Dépression. Et j'y suis allé, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être ça encore? Et en fait, c'est super bien parce que il n'y a pas tout l'appareil idéologique, militant, etc., politique, mais par contre, il y a les mêmes choses que là, on est en train de discuter. Le fait de subir un système qu'on n'arrive pas forcément à nommer, pour le coup. Il y en a qui vont nommer ça la société, le travail, etc. Donc, moi, du coup, pour en revenir à la question, à mon niveau, c'est vraiment dans un premier temps, avoir une petite, je crois que je le dis dans un des textes, un peu d'air, trouver un peu d'air. Et moi, la Mad Pride, c'est dans un premier temps trouver un peu d'air et aussi trouver de la joie, parce que c'est vrai que là, depuis et c'est normal, on parle beaucoup de du capitalisme qui nous fait subir, etc., pathologisation. Mais moi, il y a des moments. Quand je suis en phase maniaque, je vais parler clair, quand je suis en phase maniaque, mais je kiffe. Et je devrais pas dire ça, parce qu'il y a une retombée, etc. Mais j'en fais quelque chose. Et pour la petite histoire, on en parlait tout à l'heure, du coup je vais le dire, l'un des textes, je l'ai écrit en ce qu'on appelle phase hypomaniaque. Alors vous allez chercher sur Internet, c'est des petites catégories, mais en tout cas c'était une phase où je dormais plus, etc. Bon bref, ça c'est... Puis voilà, il y avait quelques... Et je l'ai écrit comme ça d'une traite. Et ce que je veux dire aussi, c'est que il y a le pôle négatif de les médicaments, vous n'allez pas bien, puis quand vous irez bien, vous allez travailler, etc. Mais il y a aussi, de manière imminente, ce qu'on peut essayer de faire, juste sur les choses positives. Comme tu disais, la limite, la dépression, c'est la limite. On parle aussi de burn-out, c'est clair. Moi, à un moment donné, il m'est arrivé un truc comme ça. Bam. Bon j'ai revu. C'était parce que j'avais pris un emploi dans l'éducation nationale. Et en fait, j'ai compris. À un moment donné, j'ai compris. Effectivement, après, ça permet de redéfinir les choses. Moi, ma phase hypomaniaque là me permet en fait d'être là. Sinon, je pense que si je l'avais pas faite, peut-être que je serais pas là. Donc il y a aussi des choses positives. Il y a de la joie. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc assez joyeux et j'ai envie d'y aller. Et voilà, que la joie est politique. Je pense que voilà, la fête est politique. Et il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie. Il peut y avoir de la joie dans des petits trucs, quand on est hospitalisé, etc. J'en parle un peu dans ce que j'ai écrit. Et moi vraiment, au-delà, de tous ces discours un peu comme ça, c'est vraiment entendre nos voix et surtout arrêter la considération de la victimisation, du pôle négatif, de la pathologisation, et puis voilà. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire, et moi je le vois. Et j'espère qu'ils viendront à la Mad Pride. Mais juste l'avant-dernière phrase du manifeste, c'est nous revendiquons des lieux de socialisation et de lutte où construire collectivement nos dignités et nos joies. Par rapport à la question, c'était pourquoi la Mad Pride? Il y avait une... Non, mais qu'est-ce qu'on en attend? Ouais, ah oui, voilà, qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce que ça signifie? Non, c'est que j'avais oublié la question. Ouais. Qu'est-ce qu'on en attend? En gros, quand j'ai créé le groupe WhatsApp de coordination nationale, c'était l'idée de réunir toutes les personnes concernées pour faire un mouvement un peu social, fédérer un peu les énergies, parce que je connais un peu depuis 10 ans, j'ai fait connaissance, et là grâce à ce mouvement, à cette idée de Mad Pride un peu sortie de nulle part. Pas sortie de nulle part parce que j'ai envie de la faire depuis 10 ans et qu'elle n'a pas lieu depuis 10 ans.
Mais en gros, ouais, faire que les gens puissent se rencontrer. L'idée, c'est que les gens viennent pour tisser du lien, pour passer un moment ensemble. Et la Mad Pride, en gros, pour moi, c'est aussi dire on est vivant, en fait. On a survécu. Ouais, c'est clair. Parce que moi, pendant cette année, j'ai les idées suicidaires, elles sont venues. On n'est pas tout le temps en forme. Et du coup, je pense à ceux qui sont plus là. Je pense à la honte qu'on partage avec Nicolas Demorand. On a beaucoup de honte en nous parce que la souffrance, c'est pas qu'un plaisir. C'est pas que la souffrance, elle est là. Et donc, les idées suicidaires, il faut lutter avec, mais qu'il faut qu'on soit fier, d'être vivant. Donc, je vous demande pas d'être fier d'être malade. Je vous demande d'être fier avec nous, d'exister. Parce qu'on a le droit d'exister. Donc, la loi euthanasie, il y en a marre. Et oui, mais c'est vrai que la dimension de la joie, on l'a pas assez évoquée parce que dans le côté Pride, c'est vrai qu'on est là pour faire la fête et se réjouir, voilà. Je me permets juste sur ce truc de l'OM, parce que ça fait 2 fois que vous l'évoquiez, sans préciser exactement de quoi il s'agit. Donc je me permets quand vous parlez de ça, c'est que il y a une loi en cours de vote qui n'est pas encore votée. C'est Macron qui va accélérer. En gros, pour favoriser les débats sur la fin de vie, le débat sur la fin de vie, et de nombreux collectifs, et qui est donc soutenu par la gauche de manière générale, de manière massive, et des collectifs anti-validistes disent plus qu'attention, mais en gros ils disent attention, ce qui joue là-dedans, c'est que plutôt que de donner des bonnes conditions de vie pour les handicapés, etc., ce sur quoi, la piste vers laquelle ça nous entraîne, c'est celle de l'eugénisme, parce qu'en fait on pense plus à comment est-ce qu'on va en gros liquider les gens qui sont pas loin. Enfin, c'est toujours la question avec l'euthanasie, c'est évidemment tout le monde dit d'un point de vue libéral, c'est à chacun de choisir, évidemment, sauf que la question c'est dans quelle société tu choisis, quels sont les choix qui sont à ta disposition, et par ailleurs quelle entité est en mesure de déterminer, c'est le moment où l'État est l'entité qui est en mesure de déterminer qui a le droit de vivre et qui a le droit de mourir, ce qui évidemment est quelque chose. C'est là où on rejoint le début de la discussion sur la normalité. Qui décide qu'on est handicapé aussi? Parce que le handicap, il n'est pas forcément défini par une déficience, en fait. Donc, qui décide à partir de quel moment on rentre dans la case handicapé, c'est-à-dire qu'on est obligé de quémander une allocation adulte handicapé pour pouvoir survivre. Et en plus, on est obligé de quémander le droit d'exister. Donc ça fait... On n'a pas parlé de psychophobie et de stigmatisation, parce que ça, c'est le discours de Parlons Santé Mentale. C'est on va vous écouter, on entend que vous subissez les préjugés et qu'il faut en finir avec les préjugés, les tabous sur les troubles psy, sur la maladie. La santé mentale doit plus être un tabou. Mais en gros, la santé mentale telle que les institutions l'abordent, ça exclut, je sais pas comment. Qu'est-ce que vous en pensez, moi, parce que là, je fais des monologues. Moi, je voulais répondre sur la fierté de la Mad Pride aussi. Vas-y. Non, si tu voulais répondre à cette question. Je terminerai après sur un truc comme ça. Ouais, moi, je voulais dire qu'un des trucs, c'est chouette que tu aies parlé de la joie, parce que c'est vrai qu'il y a des motifs de se réjouir, même s'ils sont petits. Et moi, notamment, j'ai une joie féministe dans le fait d'avoir participé à l'organisation de cette Mad Pride et le fait qu'elle advienne. C'est que je trouve que, justement, il y a, dans le vaste champ du féminisme, il y a parfois une sorte de contradiction entre l'affirmation d'une fierté d'un côté et la position de victime de l'autre. Il y a cette espèce d'antagonisme qui n'est pas formalisé, évidemment, c'est une reconstruction intellectuelle de le dire comme ça, mais il y aurait d'un côté une espèce de fierté identitaire, revendicative, de se positionner comme lesbienne, de se positionner comme... il y a plein de catégories dont il y a lieu d'être fier dans ce grand champ. J'inclus aussi, évidemment, les théories queer, féministes, etc. Enfin, c'est très généralisant. Mais il y a d'un côté, cette affirmation d'une fierté, et de l'autre côté, et souvent c'est la posture qui va, et c'est jugé comme une aporie par beaucoup de gens, la posture qui va avec la dénonciation des violences spécifiques faites aux femmes trans, faites aux personnes queer, etc., qui est cette position de victime avec l'idée d'une forme de... les discours qui dénoncent les violences, souvent, ils sont pesants, ils sont difficiles, ça consiste à porter sur soi, à reporter sur soi le stigmate de la violence.
Et en fait, je dirais que j'ai jamais été satisfaite par cette opposition. Et en fait, dans le fait d'affirmer, parce que moi je vais organiser un cortège féministe et queer dans la Mad Pride, et je dirais que le fait d'avoir un féminisme anti-psychiatrique me permet, et j'espère que ce sera le cas pour les personnes concernées par le féminisme et les théories queer qui vont venir, me permet de dépasser cette opposition et de porter une fierté pleine et joyeuse de la survie aux violences. Et de pouvoir dépasser cette espèce de clivage dans les postures, etc. Et de pouvoir dire je suis fière d'être en vie, je suis fière d'avoir survécu aux violences et à leur pathologisation, et fière d'être avec mes semblables, fière d'être fière ensemble. Ça, ouais, c'est mon petit motif de fierté. Et ouais, vas-y. Et ouais, parce que c'est vrai que quand on nous écoute, peut-être on se dit oui, bah ils essaient de se définir fou, etc. Et puis bah peut-être ça peut paraître étrange de se dire ça. De toute façon, est-ce qu'on trouvera vraiment un mot commun, je sais pas. Mais par contre, je pense qu'à titre individuel, c'est très important ça, parce que on parlait du diagnostic, mais le diagnostic, je trouve le mot il est pas bon. C'est l'étiquette. Le diagnostic, on reste encore dans le truc médical, machin, puis là, c'est l'étiquette. Et quand, je sais pas, on va voir l'étiquette schizophrène, quand on va voir l'étiquette bipolaire, c'est pas rien, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de choses, de mécanismes, de dispositifs, qui fait que l'on va pas être dans l'essence bipolaire ou schizophrène, c'est qu'on va devenir, il y a un devenir, et ce devenir là il est vraiment politique. Et le premier truc que l'on fait, je pense en tout cas moi que je l'ai fait, c'est de trouver un truc. Est-ce que je veux dire bipolaire, non bipolaire, on va dire diagnostiquer bipolaire, ça crée comme ça, mais en vérité moi dans ma tête c'est fêlé. Voilà. C'est mon petit truc. c'est mon petit truc. Je trouve que ça, il y a plusieurs perceptions dans fêlé. C'est voilà. Et c'est vraiment important ça. Je pense la dénomination, c'est la première marche, c'est le premier truc que l'on fait. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est justement sur la victimisation, tout ça, et puis ce qu'on a dit sur la loi de la fin de vie. Il y a aussi un truc en ce moment, c'est la pénurie des médicaments. Et ça, quand on le vit, je pense, c'est très bizarre. Parce que, bah, évidemment, quand on a un médicament qu'on doit prendre tous les jours, et on commence à voir les plaquettes, etc., on se dit, bon, il va falloir y aller, puisque ma pharmacie en a, et on rentre dans ce truc-là, et on rentre dans la question de, c'est plus du soin, en fait, c'est du besoin. On est vraiment dans un besoin. Et quand on est dans un besoin, quand on nous met dans un besoin, on est dans la question aussi économique. Et la question économique, c'est aussi la question politique, et c'est là où on se fait vraiment dominer. Donc moi j'ai vraiment ressenti une forme de domination quand je suis allé chercher dans toutes les pharmacies de ma ville s'il y avait des médicaments. Alors heureusement je suis bien avec mon pharmacien, vu que j'y vais souvent, bon bah on s'arrange, mais plein de gens c'est comme ça. Il y a des témoignages de gens qui font des cinquantaines de kilomètres, et c'est terrible. Et c'est là où en fait nous aussi on doit se poser ces questions de pas être trop forceur en disant les médicaments non, il y a une réalité, on fait avec la réalité, et puis bah ensemble on bricole des petites choses à partir de ça. Mais si l'économie s'immisce dans la psychiatrie, du coup pour moi c'est vraiment ça, c'est vrai, la pénurie, rupture, moi j'appelle ça rupture dans le texte, j'imagine être en rupture avec mon médicament, en rupture amoureuse, parce que c'est ça en fait, c'est ça a vraiment fait naître le lien. Ça fait des années que j'en prends, et ça a fait naître le lien. Et en fait tout ça en fait est politique, quoi. Donc et je retrouve, voilà, dans le communiqué, j'ai retrouvé un peu ça, et j'espère que tout le monde ira. Ben écoute, c'est le mot de la fin, sauf si vous avez quelque chose qui vous brûle les lèvres. Ouais, quand même. Non, il y avait deux trucs, mais je vais pas finir sur la blague. Elle est mauvaise. Bon, non, sur l'horizontalisation des relations entre soignants et patients, elle sera jamais possible, parce que c'est déontologiquement interdit pour les patients, pour les patients et les soignants. Mais ça n'a rien à voir. Les psychanalystes comprendront.
Non, mais c'est quand même intéressant. Parce que tu nous parles de rupture amoureuse, mais il n'y aura jamais de rupture amoureuse avec une psychologue parce que c'est interdit. Mais peut-être que je voulais les violences, la domination médicale, c'est une chose, mais il y a aussi les autres violences que, par exemple, nous, personnes non blanches, les personnes non blanches, parce qu'on a parlé du capitalisme, mais le capitalisme, ça naît de la colonisation, en fait. Moi, en tant que blanc, mais d'origine sud-américaine, si les Européens n'étaient pas venus coloniser l'Amérique du Sud, il n'y aurait pas de capitalisme. Parce que l'or, il était chez nous. Mais bon, en gros, l'accumulation des richesses a permis, dans les colonies a permis la naissance du capitalisme en Occident. Donc, je fais des digressions historiques, mais tout ça pour vous dire que les violences que subissent les personnes racisées, l'esclavage et le pillage des pays du Sud a permis qu'on soit là, qu'on puisse parler devant une caméra, un micro, et qu'on ait ce plaisir et ce privilège de parler. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont des conditions de vie, les personnes racisées, les autres minorités, qui ont subi, que l'histoire a fait, qui les a mis à la marge. Il n'y a pas que les fous qui ont été mis dans les hôpitaux. Il y a les gens qui sont exclus de fait. Et c'est pas la faute au capitalisme, c'est la faute à... Est-ce que c'est la faute au capitalisme? Moi, j'ai déjà donné une solution conceptuelle à cette question. Vas-y, dis-moi. Moi, je considère que le capitalisme est la totalité productrice de toutes ces distinctions. Donc, moi... Ouais, non, mais pour moi, c'est historique. Ouais, c'est historique. Mais évidemment que c'est historique. Mais par contre, ce que tu disais sur l'origine du capitalisme, et peut-être les commentaires vont s'écharper là-dessus, mais débattus. C'est quand même une question débattue. D'accord. L'accumulation d'or, il n'y avait pas d'or en Europe. Les esclaves viennent... Non, mais bien sûr. C'est une question très épineuse et très large. D'accord. Ok. Je peux terminer sur une petite anecdote. Mais justement, j'ai l'impression que ça fait un peu une anecdote que j'ai vécue, ma première hospitalisation. Et on parlait d'antipsychiatrie, de certains philosophes, etc., intellectuels, qui ont théorisé ça. Moi, j'étais hospitalisé sous contrainte. Et quand je suis arrivé, je comprenais pas tout. C'était ma vie était bordélique, etc. Et donc au départ, c'est une infirmière qui me pose des questions, une interne, je sais plus, et puis elle me pose des questions, puis je raconte, etc. Puis après c'est la psychiatre. Et j'étais trop content de voir une psychiatre. Parce que dans ma tête, j'avais parlé antipsychiatrie. et sauf que j'ai parlé antipsychiatrie. Et ça a été catastrophique. Et j'ai essayé d'avoir un petit rapport avec elle, et je me rappelle pas de tout, mais tout y est passé, Guattari, la Borde, j'ai commencé comme ça. Mais là j'en parle de manière un peu rigolote, mais ce que je veux dire, c'est éviter de créer un rapport égal avec parce que ça a été très dur après. Pour le coup, ça a été très très dur, et le petit truc, c'était mégalomanie. Parce que elle a réduit ça à mégalomanie. Et non, je dis ça pour terminer, parce que je trouve que ça illustre bien en fait le caractère absurde, parce qu'en fait j'étais juste là, je comprenais rien et que c'était anxiogène, et le caractère absurde aussi des hospitalisations. On aurait pu en parler pendant des heures. Et vraiment le buesque, le rapport hiérarchique qui se fait. Et effectivement, je pense que j'aurais jamais pu avoir une histoire amoureuse avec cette psychiatre. Au-delà de l'histoire amoureuse, il y a l'ordonnance qui va avec, qui est ce qu'on appelle la camisole chimique, il ne faut pas l'oublier. Donc s'il y a consentement libre et éclairé, si on conserve la psychiatrie, expliquez-nous d'abord les effets secondaires avant d'accepter un traitement, parce que souvent c'est injecté aux urgences et on n'a jamais choisi de se droguer, psychiatriquement en tout cas. La psychiatrie et ses ordonnances, ça serait bien quand même qu'on nous explique les effets secondaires pour accepter ou non un traitement. Avant de parler de déprescription et de réduire les... On est en train de dépasser, mais j'adore parler de psychiatrie. Et mot de la fin, venez à la Math Pride. Ouais, bien sûr. Parfait. Et bien, merci à vous trois. Merci à toi.